Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Présentation, de l'innovation bio-technologique à l'innovation bio-éthique. Pensez les conditions pour la préservation de l'humanité sur Terre. Anatole Fougou. Département de philosophie, ENS de Maroua, Université de Maroua. Williams Fulbert YOGNO-TABEKO. Département de philosophie et psychologie, FALSH, Université de Maroua. Quels sont les enjeux philosophiques et éthiques des innovations bio-technologiques pour l'humanité actuelle et celle à venir? La configuration nouvelle de l'humain qui découlerait de ces technologies pourrait-elle entraîner une modification du sens de la vie et changer substantiellement la conception de l'homme jusque-là admise? Telles sont quelques-unes des interrogations qui préoccupent les contributeurs à cet ouvrage. En effet, la course vers l'innovation dans les sciences s'inscrit dans la lignée du scientisme et du positivisme qui promettaient un avenir radieux à l'humanité. Remontant jusqu'au présupposé du rationalisme classique de Bacon ou de Descartes, il nourrissait l'ambition de soumettre par la science la nature et ainsi, non seulement résoudre tous les problèmes de l'homme, mais aussi le doter d'un pouvoir sur la nature et sur son semblable. C'est dans cet esprit qu'un penseur comme Ernest Renan affirmait la toute-puissance de la science et sa capacité à résoudre tous les problèmes de l'humanité. Pour lui, la tâche de la science était d'organiser l'humanité et Dieu. Il viendra un jour où l'humanité ne croira plus, mais où elle saura, un jour où elle saura le monde métaphysique et moral, comme elle sait déjà le monde physique. Si tel est le but de la science, si elle a pour objet d'enseigner à l'homme sa fin et sa loi, de lui faire saisir le vrai sens de la vie. Ce que je sais, c'est que si elle ne le fait pas, nul ne le fera, et que l'humanité ignorera à jamais le mot des choses, car la science est la seule manière légitime de connaître. Renan 1848 sur 91-92. La quête d'innovation que l'on observe dans différents domaines des sciences semble être la mise en œuvre de ce vœu. Celle-ci impose à l'humanité la soumission à de nombreux gadgets issus de la nouveauté technologique dans les secteurs aussi variés que la biologie de synthèse, les technologies convergentes NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique, sciences cognitives, la robotique. Les appels à l'innovation donnent l'impression d'une fuite en avant où chaque innovation en appelle une autre dans l'errance indéfinie des moments présents assujettis seulement à des pouvoirs, des intérêts et des subjectivités. Blais, 2014 sur 12. L'innovation est considérée comme devant fournir aux citoyens devenus consommateurs des services et des appareils nouveaux, l'enjeu étant d'assurer leur bien-être individuel par l'augmentation du confort et des choix dans la diversité technologique. Mais au fond, de quoi l'innovation est-elle le nom? C'est une notion assez difficile à saisir parce qu'elle est multifacette et polymorphique. Ainsi, il existe dans la littérature scientifique de nombreuses définitions du concept d'innovation qui attestent de ce que son sens dépend du domaine et du contexte dans lesquels il est utilisé. Selon Schumpeter, que l'on considère comme le fondateur de la théorie de l'innovation dans l'économie, l'innovation renvoie à l'impact économique, le changement technologique issu de l'utilisation de nouvelles combinaisons de forces productives existantes pour résoudre les problèmes des entreprises. Ainsi, elle est l'introduction sur le marché d'un nouveau produit et d'une nouvelle méthode de production, la conquête d'un nouveau marché, l'utilisation de nouvelles matières premières ou la mise en place d'une nouvelle forme d'organisation. Schumpeter, 1982. Pour Twiss, 1989, l'innovation est un processus qui combine la science, la technologie, l'économie et la gestion pour mettre en œuvre une idée nouvelle et la commercialiser. Affoy, 1998, quant à lui, se réfère à l'innovation comme à de nouvelles connaissances incorporées dans un produit, un processus ou un service. Il classe les innovations selon leurs caractéristiques technologiques, commerciales, administratives et organisationnelles. Selon Blais, 2014 sur 14, elle correspond à la mise au point de méthodes de production ou de distribution conduisant principalement par l'automatisation normalisée des tâches, à une réduction du temps de travail ainsi qu'à une plus grande productivité, industrielle comme agricole. Dodgson et Gann, 2010, considèrent l'innovation comme des idées appliquées avec succès dans les résultats et les processus organisationnels. Pensée comme pratique et fonctionnelle, elle doit déboucher sur de nouveaux produits et services. Conceptuellement envisagée,
Ces résultats consistent en l'amélioration des connaissances et du jugement ou de la capacité des organisations à apprendre. Pour l'OCDE 2005/54, l'innovation peut être vue comme la mise en œuvre d'un produit, bien ou service, d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l'entreprise, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures. Mais l'OCDE 2019/20 est plus précise. L'innovation désigne un produit ou un processus, ou une combinaison des deux, nouveau ou amélioré qui diffère sensiblement des produits ou processus précédents d'une unité et a été mise à la disposition d'utilisateurs potentiels, produits, ou mise en œuvre par l'unité, processus. Dans la mesure où nous sommes intéressés par l'innovation technologique, nous pouvons déduire des définitions précédentes qu'elles renvoient à une innovation basée sur une nouvelle technologie, ou facilitée par l'utilisation d'une nouvelle technologie ou encore à laquelle on a apporté des améliorations technologiques. Il s'agit donc d'une invention basée sur la technologie, qui pourrait conduire au développement ou au succès de la production. On peut se rendre à l'évidence que la notion de nouveauté est une caractéristique majeure de l'innovation et de son processus. Elle peut concerner le produit, le processus ou les méthodes. Elle permet donc de générer de la valeur basée sur la nouveauté, nouveaux savoirs, nouvelles technologies, nouveaux procédés de fabrication, etc. Précisément, le domaine des biotechnologies a connu ces dernières années de nombreuses innovations qui interpellent la conscience philosophique ou la conscience humaine, en raison des impacts potentiels sur la vie, puisqu'il est désormais presque établi que nous ne pouvons échapper à ces progrès qui s'affirment comme inéluctables. L'OCDE 2005 définit la biotechnologie comme l'application de la science et de la technologie à des organismes vivants, de même qu'à ses composantes, produits et modélisations, pour modifier des matériaux vivants ou non vivants aux fins de la production de connaissances, de biens et de services. La biotechnologie est ainsi une rencontre entre la biologie, les technologies issues de diverses disciplines, comme l'informatique, la biophysique, la génétique ou encore la biochimie, et les sciences de l'ingénieur. S'il est vrai que les biotechnologies ont fait leur apparition dans l'humanité depuis des millénaires, avec notamment la découverte des processus de fermentation grâce à des micro-organismes ou encore, plus près de nous, avec le développement de la bactériologie et des lois de la génétique et de ses nombreuses applications, il reste qu'elles se sont fortement développées et couvrent aujourd'hui plusieurs domaines allant de la santé à l'environnement, de l'industrie à l'agriculture ou la bioinformatique. Ces dernières années, le développement exponentiel des biotechnologies en fait désormais une science clé au potentiel infini. Elle combine les progrès réalisés dans les domaines de la biologie moléculaire depuis que F. Crick, J. Watson et M. Wilkins ont découvert la structure en double hélice de l'ADN en 1953, et de l'ingénierie génétique avec notamment la purification et l'union in vitro de fragments de cet ADN. Dans le même temps s'accroissait de manière exponentielle la puissance des moyens informatiques de calcul, de modélisation et de simulation. Ce mouvement se trouve accentué par le développement des nanotechnologies elles-mêmes, nées de la convergence des recherches fondamentales en physique, en chimie et en biologie. On nous annonce par exemple pour bientôt la constitution d'un moi numérique. Celui-ci part du constat suivant lequel les technologies numériques sont de plus en plus intégrées aux personnes et à leur quotidien. Les chercheurs se proposent donc de multiplier les représentations numériques des personnes pour les représenter dans l'univers virtuel comme des jumeaux, passeports numériques, aide à la distanciation sociale, coach de vie numérique, etc., rendant ainsi concrète la notion de jumeaux numériques. Dans ce contexte, le clavier et la souris prennent le dessus dans la relation de l'homme à la machine, avec l'apparition de technologies comme la perception de la pensée humaine ou le pilotage de la machine par la pensée. Ainsi, pour Gardner 2020, les passeports santé, les technologies de distanciation sociale, les jumeaux numériques de la personne Digital Twins, les jumeaux citoyens Citizen Twins, les interfaces BMI, bras-machine interface, connectées à notre cerveau aussi bien en mode lecture, lire la pensée qu'en mode écriture, influencer la pensée, diffuser une pensée externe, sont les grandes innovations qui risquent de bouleverser notre quotidien. Ces technologies n'aboutiront-elles pas finalement à une dépersonnalisation et une déshumanisation de l'humain ?
Comment gérer nos libertés et nos droits dans un contexte où les sphères publiques et privées de notre vie sont investies et colonisées par l'ordre numérique, qui de surcroît, obère le sens de notre lien à l'autre et au monde? Le fait, la vision du monde que promeuvent les stratèges du numérique, de l'avis de Hirsch 2018/22, saccage ce que nos prédécesseurs ont construit, ces idéaux transmis afin de conférer un sens à l'existence et une perspective à nos engagements. Dans le domaine de la médecine, plusieurs innovations sont à l'essai ou à l'étude. Il s'agit notamment des médicaments destinés à ralentir ou à inverser le vieillissement par le blocage de la sénescence des cellules liées à l'âge, de la promotion d'une médecine hyper-personnalisée pour traiter certaines maladies cérébrales mortelles. Ces innovations sont rendues possibles par les progrès du séquençage et de l'édition génétique. Ainsi, compte tenu du coût exorbitant exigé, il est clair que ne pourront y avoir accès uniquement les couches fortunées de la population. Sera-t-il dès lors possible de généraliser ce type de traitement? N'y aura-t-il pas là une forme de discrimination dans l'accès aux soins de santé? Et par voie de conséquence, une menace grave sur le principe qui fait des hommes des êtres libres et égaux en dignité et en droit? Par ailleurs, comme le dit Nakamitsu, les progrès rapides dans le domaine des biotechnologies peuvent constituer des menaces graves si elles ne sont pas utilisées pour des causes nobles. Ainsi, les nouveaux outils facilitant la modification et la synthèse biologique, conçus pour aider les scientifiques à mieux comprendre les maladies, pourraient être utilisés à mauvais escient pour augmenter la puissance des agents infectieux pouvant être utilisés comme armes. Dans l'espace, il serait possible d'utiliser des systèmes robotiques pour alimenter les satellites en orbite, afin de mener des attaques, de causer des dommages aux autres vaisseaux. L'impression 3D a déjà permis de fabriquer des composants de vaisseaux et de missiles pour l'armée, et de produire des armes de poing, suscitant de vives inquiétudes concernant leur prolifération parmi les acteurs étatiques et non étatiques. Les vulnérabilités dans le domaine du cyberespace peuvent aussi constituer des menaces pour les systèmes bancaires, les hôpitaux, les réseaux électriques ainsi que pour d'autres infrastructures liées à Internet, Nakamitsu 2021. On peut dès lors se demander quelle posture adopter face à l'expansion des biotechnologies, comme nous la vivons. Faut-il mettre à profit ces prouesses à partir de l'idée que c'est par l'innovation que l'humanité sera capable de surmonter les crises qui l'assaillent, ou développer l'heuristique de la peur, Jonas, 1998, à partir de l'affirmation du caractère inhumain, Atlan 2002, de l'innovation biotechnologique? Il faut reconnaître avec le cours 2011/20 que les biotechnologies viennent bousculer les certitudes de la pensée contemporaine qui a cru pouvoir continuer à saisir le monde et à guider les actions humaines en faisant usage de deux notions dont elle n'a pas su, ou pu renouveler le contenu, à savoir le concept de technique, dont la technologie est le prolongement perfectionné par la science, et celui de nature humaine. Ainsi, au lieu de saisir et de tourner à son avantage les progrès de la biotechnologie, on en vient à la diaboliser parce qu'on la croit susceptible de modifier la nature humaine et de faire de nous soit des inhumains, soit des surhumains ou encore des post-humains. Selon Blais, 2014/17, l'innovation s'apparente à un mouvement irresponsable, une fuite en avant sans fin dénommée progrès, appelée par une logique inhérente de l'intérêt, de l'excès, de l'insuffisant, de la performance, de l'autodépassement et de la fabrication de winners. La question est dès lors de savoir comment réduire les risques liés aux innovations bio-technologiques, sans pour autant mettre à mal la créativité et les avancées de la science? Autrement dit, quelles leçons tirer des prouesses biotechnoscientifiques relativement à leur impact sur la nature de l'homme et la réalité des rapports sociaux? Au-delà de la querelle entre les biocatastrophistes, qui considèrent que les biotechnologies menacent l'existence même de l'humanité, et les technoprophètes, le cours 2011, Dupuis 2002, qui pensent que la technologie issue des sciences est seule capable de permettre à l'humain de surmonter ses difficultés et de résoudre tous les problèmes auxquels il est confronté, il importe de réfléchir sérieusement à la posture qui doit être la nôtre face aux innovations biotechnologiques susceptibles d'impacter, voire de bouleverser profondément notre quotidien. Selon certains penseurs, le salut résiderait dans la régulation nationale ou internationale des résultats de la recherche scientifique, surtout lorsqu'ils sont susceptibles d'altérer la nature humaine ou d'influencer, de modifier les valeurs de l'humanisme classique, Fukuyama 2002,
Ennio Moel, 2017, et de nous introduire par le fait même dans un monde déshumanisé. Seulement, dans un contexte de mondialisation marqué par une dérégulation accrue, on peut observer que les instances jusqu'ici dédiées à la régulation sont dans la pratique incapables de le faire d'une part en raison de l'absence de mesures coercitives, et d'autre part à cause de l'absence de consensus, Engelhardt 2006. De plus, la régulation s'adosse davantage sur des mécanismes hétéro-régulatoires dont les défaillances sont aujourd'hui notoires, États, organismes supranationaux, là où l'accent devrait être mis sur la perspective autorégulatrice, c'est-à-dire sur une approche qui miserait sur la responsabilisation des acteurs de l'innovation quant à la prise en compte des valeurs communes susceptibles de nous permettre d'assumer la responsabilité de l'homme et du monde, Arendt, 1972. L'enjeu de la réflexion sur les biotechnologies, tel que le déploient les auteurs des textes ici rassemblés, émarge à l'idée qu'il importe d'exercer avec honnêteté et lucidité l'examen vigilant des avancées technoscientifiques, en étant attentif à leurs conséquences et surtout, en se situant à la hauteur d'enjeux d'humanité qui aujourd'hui ne peuvent s'exonérer de l'obligation d'affirmer et de défendre nos valeurs inconditionnelles, Hirsch 2018/21. Ainsi, les auteurs de ce volume assument l'idée que pour tirer le meilleur parti du développement des innovations biotechnologiques, il importe de promouvoir une innovation responsable pour permettre à l'humanité de relever le défi de la capacité d'exercer la liberté de décider quelle humanité nous voulons incarner, assumer et défendre. Hirsch 2018/22. Il s'agit d'une contribution au questionnement sur les hypothèses, les méthodes, les moyens, les fins et les conséquences de certaines innovations biotechnologiques non seulement pour mieux les intelligibiliser, mais aussi pour satisfaire le besoin de connaissances adossé aux impératifs d'émancipation, de sécurité et de bien-être. Ainsi, aux innovations biotechnologiques doit correspondre une innovation éthique créative et participative qui donne aux humains la possibilité d'évaluer en toute rationalité les conséquences des développements scientifiques et technologiques sur l'avenir du monde et de l'homme, une éthique qui redonne à l'homme la responsabilité du monde et de l'homme en tant que tel, pour éviter que les innovations ne nous entraînent vers un monde dans lequel nous ne souhaiterions pas vivre ou vers un homme inhumain. S'agissant du contenu des textes qui sont ici réunis, le lecteur remarquera qu'Anatole Fogou donne le ton par son thème, l'idée d'une universalité des valeurs bioéthiques à propos du concept d'effondrement du consensus de Hugo Tristram Engelhardt. Il commence sa réflexion en présentant une panoplie d'interventions biotechnoscientifiques qui permettent de manipuler les émotions, le comportement ou de prolonger la vie humaine. C'est ainsi que la technologie génétique a la capacité d'agir sur l'identité des individus de façon à remodeler leurs gènes. Par la suite, Fogou constate que la manipulation de l'ensemble du monde vivant est assortie de conséquences inquiétantes qui en appellent à une réflexion éthique fondée sur des normes universellement partagées. Seulement, d'après Tristram Hugo Engelhardt Jr., l'adoption d'une position commune en matière de bioéthique n'est qu'un vœu pieux. Le bioéthicien américain souligne l'impossibilité du consensus du moment où l'on observe dans nos sociétés une diversité de l'offre morale. Par conséquent, le pluralisme des conceptions morales marque l'effondrement du consensus dans la quête et l'élaboration des valeurs bio-éthiques universelles. Fogou s'emploie enfin à discuter la posture d'Engelhardt en montrant la possibilité d'élaborer des principes moraux universels et d'esquisser leurs linéaments, notamment autour de la question du respect que l'on doit à tout être humain, du seul fait qu'il participe du règne universel des fins. La philosophie de la vie comme prolégomène à l'éthique de la responsabilité chez Hans Jonas est le deuxième texte signé de la plume de Williams Fulbert Ionio Tabeko qui entend démontrer que l'éthique jonassienne est tournée vers la vie dont elle doit prendre soin et sans laquelle l'éthique elle-même n'aurait pas de fondement et de sens. Se situant en quelque sorte dans l'itinéraire analytique tracé par Anatole Fogou, Ionio Tabeko pense que le principe vie est chez Jonas cette valeur qui engage l'homme dans une relation éthique avec le monde dans le but de préserver les conditions pour la survie indéfinie de l'humanité. Pour réaliser cet objectif, il se pose la question suivante. Comment Jonas en arrive-t-il à la saisie de l'unité psychophysique de la vie alors que le contexte scientifique dominant est marqué par la méthode positiviste qui expurge le réel de toute forme de subjectivité ou de finalité pour ne considérer que ce qui est mesurable quantitativement? Selon Ionio Tabeko,
Si Jonas élabore une éthique pour la civilisation technologique, fondée sur la philosophie de la vie, c'est parce que la vie qui est elle-même porteuse d'une valeur intrinsèque est menacée d'extinction par la technologie moderne. Aussi, l'instrumentalisation technoscientifique de la vie dresse-t-elle des obligations à l'égard de l'homme du présent, de l'autre homme du futur et de la nature. C'est ainsi qu'à travers une lecture du corpus philosophique de Jonas, Ionio Tabeko retient que l'homme n'a pas le droit d'utiliser toutes les potentialités que lui confère le pouvoir technoscientifique pour modifier la nature en et hors de lui. L'appel à la retenue, à la prudence et à la responsabilité lui vient de l'être. Il s'agit précisément pour l'homme de préserver l'être contre le non-être, en s'opposant au nihilisme technoscientifique qui menace les fondements de son existence en particulier et de la vie en général. Les 4 textes qui suivent se penchent sur la question de l'artificialisation de la nature humaine, en essayant de voir si la technisation de cette nature ne rompt pas finalement la ligne de démarcation entre le naturel et l'artificiel au sein de la civilisation technologique. Il est également question de savoir si la nature humaine peut demeurer identique à elle-même, en dépit de certaines manipulations biotechnologiques qui apparaissent d'emblée comme un processus de désontologisation de l'être de l'homme. Grâce à la technique, l'homme cherche à dépasser ses limites, à améliorer ou à changer le dispositif naturel de son corps, de son environnement, des autres espèces vivantes, de sa planète, etc. Les applications biotechnologiques mettent ainsi en évidence une forme d'artificialisation de l'homme et de sa vie qui suscite des interrogations cruciales sur l'avenir de la nature humaine. La réflexion sur la nature humaine, déjà présente chez Jürgen Habermas, l'avenir de la nature humaine. Vers un eugénisme libéral, est capté dans le 3e texte, Acte de Laurent Gankama. Il y est question de philosopher sur la légitimité de la croyance en l'existence d'une nature humaine, au regard des proportions croissantes et inquiétantes que prend la transformation biotechnoscientifique de l'être humain. Le texte se nomme « De la technicisation de l'homme, peut-on encore croire en la nature humaine ?» Selon Gankama, les pratiques techniciennes et eugéniques procèdent à la déstructuration et à la restructuration du dispositif organique et naturel de l'homme, contribuant ainsi, au plan éthique, à la déconfiguration de la dignité et de la valeur inhérente à son essence. Dès lors, il estime que les conséquences déshumanisantes des biotechnologies permettent de douter de la possibilité de maintenir les fondements de la civilisation et de la culture d'humanité, d'où la nécessité d'une prise de conscience éthique aux fins d'une réorientation de la puissance biotechnologique vers la préservation de la nature humaine. Comme s'il continuait la discussion initiée par Gankama, le texte de Gebomne Hilaire Canon porte un titre qui s'entend comme une clarification. Artificialisation du vivant, quelle frontière entre le naturel et l'artificiel ? L'ensemble du texte est organisé autour de la question principale que se pose l'auteur. Peut-on distinguer le naturel de l'artificiel dans l'artificialisation de la nature ? Pour Canon, l'objet technique est une sorte de transition entre le naturel et l'artificiel. La frontière qui est supposée exister entre les deux réalités disparaît par l'entremise de la culture, laquelle établit finalement une continuité entre elles. On passe donc de la distinction entre le naturel et l'artificiel qui a existé dans la période antique, à une indistinction dans l'époque contemporaine. Cette indistinction se traduit non seulement par l'artificialisation de la nature, mais aussi la naturalisation de l'artifice. Étant donné que l'usage des artefacts conduit à la transformation de la nature en et hors de l'homme, Canon trouve que l'objet technique n'est pas neutre, car il est un élément de la relation sociale. Loin d'être un simple outil d'usage, l'objet technique s'incruste dans la communauté humaine avec laquelle il échange des services et des informations. C'est ainsi que se forme une communauté mixte constituée d'objets hybrides de type naturel et culturel. Ce texte prétend montrer que la frontière entre le naturel et l'artificiel s'évanouit aussitôt que l'objet technique devient un partenaire avec lequel l'homme est en relation dans la technosphère. Clonage et conservation de la nature humaine. Une impossibilité pour Michel Houellebecq, est le titre retenu par Bernard Bienvenu-Nanqueux pour le 5e texte qui part de l'idée impressionnante selon laquelle la possibilité d'une île de Michel Houellebecq met en exergue un univers sinistre dans lequel l'écrivain français fait planer sur ses personnages l'ombre de la mort. La thanatophobie qui s'empare des dits personnages
suscite en eux un sentiment tragique doublé du désir d'éternité que le clonage est censé satisfaire. Sous les apparences d'une fiction romanesque, le texte passe au crible de la raison bioéthique le problème du clonage reproductif et pose l'impossibilité de la préservation de la nature humaine à travers des individus clonés. L'ensemble de ce texte est marqué par des questions qui invitent l'homme à réfléchir sur le sens véritable d'une vie promise à l'éternité. Quel est l'enjeu du clonage pour les personnages de cet écrivain français ? Cet enjeu est-il mesuré, sensé, porteur ? Autrement dit, ce clonage n'est-il pas risqué ? Les résultats sont-ils à la hauteur des espérances initialement caressées ? Sous la plume de Nanqueux, on apprend que Michel Houellebecq pointe du doigt la dangerosité du clonage humain reproductif, car il néantiserait l'homme en pervertissant sa substance désirante qui n'est rien de moins que le véritable fond métaphysique de ses choix et ses illusions existentielles. Le clonage des êtres vivants identiques à leurs ancêtres fait plutôt apparaître des spectres qui sont émotionnellement, amoureusement, socialement et érotiquement vides. Le clonage marque donc l'assomption de l'homo technicus avec pour conséquence tragique la fin de l'homme, en tant qu'homo eroticus. Le 6e texte, qui a pour titre « Les biotechnologies et la question du fondement des droits humains », porte l'estampille de Bilakani Toniem. S'inscrivant presque dans la même logique discursive que les 3 auteurs précédents, Toniem, après avoir initialement fait ressortir les bienfaits des biotechnologies, critique par la suite ces débordements qui portent atteinte à la constitution biologique et ontologique de l'homme avec le risque d'ébranler ses droits fondamentaux. L'auteur se demande alors s'il est encore possible de postuler l'universalité des droits de l'homme en une période où l'unité ontologique de l'homme est fragmentée et disséminée à travers la biologie moléculaire, la génétique, la biochimie, la robotique, l'informatique, etc. En d'autres termes, sur quoi fonder la dignité humaine lorsque l'intégrité du sujet est atomisée dans une série de modifications biologiques qui ne laissent point de place à une unité identitaire ? Selon Toniem, les différentes manipulations opérées sur la nature humaine rendent aléatoires les notions de droit de l'homme et de dignité humaine. En conséquence, pour fonder durablement les droits de l'homme et préserver la dignité humaine de potentiels effets pervers des applications biotechnologiques, l'auteur suggère l'avènement d'une nouvelle bioéthique dont la méthodologie et le processus consisteraient à soumettre au débat public et permanent les prouesses des biotechnologies en ce qui concerne ce qu'il est bien de faire et ce qu'il faut éviter. Après ces différentes réflexions sur la préservation de la nature humaine, la discussion est transportée sur le terrain de la cybernétique par le 7e texte signé du clavier de William Degas Chenoweth qui statue sur le rapport entre l'homme et la cybernétique, sous un titre qui laisse peu de mystère sur son contenu, l'humain face aux défis cybernétiques. L'auteur adopte une démarche ternaire qui commence par définir la cybernétique et à déterminer ses applications au quotidien. Elle se poursuit par l'analyse des risques auxquels l'homme est confronté dans la civilisation de l'algorithme, pour s'achever par la nécessité d'enchasser le projet cybernétique dans l'éthique. On retient avec Degas que la cybernétique est porteuse d'espoir au regard de sa capacité à améliorer substantiellement l'existence de l'homme, mais cette charge positive ne doit pas occulter le fait que son déploiement est aussi assorti de nombreuses contradictions qui entravent le plein épanouissement de la société. Dès lors, il y a lieu de se soucier de la construction d'un ethos humain car, note Degas, à côté de la démonstration de la puissance dont la cybernétique fait preuve, la bioéthique ne cesse de nous rappeler qu'il y a un meilleur de nous-mêmes qui se trouve toujours au-devant de nous. Ainsi, dans les différents domaines auxquels elles s'appliquent, les biotechnologies se démarquent par des innovations révolutionnaires tout aussi fascinantes qu'inquiétantes, mais qui ont pour dénominateur commun d'en appeler à l'urgence d'une réflexion philosophique et éthique en rapport avec leurs impacts sur la vie de l'homme contemporain et des générations futures. De fait, elles suscitent des questions d'ordre social, sociétal et même religieux, puisque les produits issus de leurs activités ont trait à des préoccupations touchant à l'environnement, à l'éthique et à la sécurité qui ne font pas toujours l'objet d'un véritable consensus. Le présent ouvrage, qui rassemble les contributions de 7 chercheurs issus de 4 pays, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo-Brazzaville, Togo, est une esquisse de réponse aux différentes préoccupations qui émergent en contexte de développement biotechnoscientifique. Références bibliographiques. Afoy, Alan, 1998,
Responding to Structural Industry Change, A Technological Evolution Perspective, Oxford University Press USA, volume 6, issue 1, pp 183-202. Arendt, Anna, 1972, La crise de la culture, Paris Gallimard. Atlan, Henri 2002, La science est-elle inhumaine? Paris Bayard. Blais, Michel 2014, L'existence au risque de l'innovation, Paris CNRS Éditions. Dodgson, Mark Egan, David 2010, Innovation. A Very Short Introduction, New York, Oxford University Pressing. Dupuis, Jean-Pierre 2002, Pour un catastrophisme éclairé, Quand l'impossible est certain, Paris Le Seuil. Engelhardt, Hugo Tristram 2006, Global Bioethics. The Collapse of Consensus, M&M Scrivener Press Salem Ma. Fukuyama Francis 2002, La fin de l'homme. Les conséquences de la révolution biotechnique, Paris Gallimard. Gartner 2020, Five Emerging Trends that will drive technology innovation for the next decade. https://www.gartner.com/newsroom/press-releases 2020-05-identify-5-will-drive-2030-will-drive-will-that-will-drive-the-next-decade. Hirsch Emmanuel 2018, Traité de bioéthique. Les nouveaux territoires de la bioéthique, tome 4, Paris RS. Hirsch Emmanuel 2018, Avant-propos. La bioéthique au défi du principe de fraternité, dans Traité de bioéthique, tome 4, Paris RS, pp 19-23. Hirsch Emmanuel 2018, L'innovation scientifique justifie l'innovation éthique, in Traité de bioéthique, tome 4, Paris RS, pp 165-179. Jonas, Hans, 1979-1998, Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique, trad. Jigrech, Paris Flammarion, Col. Champ. Nakamitsu, Izumi 2020, L'innovation responsable pour une nouvelle ère scientifique et technologique, disponible sur https://www.1.org/fr/chronicle/article/ l'innovation-pour-une-nouvelle-scientifique-et-scientifique-technologique, consultez le 21-8-2020. Ennio Moel, Ebenezer 2017, Transhumanisme, marchand de science et avenir de l'homme, Paris L'Harmattan. OCDE 2005, Manuel d'Oslo. Principe directeur pour le recueil et l'interprétation des données de l'innovation, 3e édition, Paris, les éditions de l'OCDE. OCDE Eurostat 2019, Manuel d'Oslo 2018. Ligne directrice pour le recueil, la communication et l'utilisation des données sur l'innovation, 4e édition, mesurer les activités scientifiques, technologiques et d'innovation, Paris, édition OCDE, https://doi.barre/10.1787/C76F1C7B-F. Renan, Ernest, 1848, L'avenir de la science, Paris Kalman Levy. Salomon, Jean-Jacques 2000, Survivre à la science, une certaine idée du futur, Paris Albin Michel. Schumpeter, Joseph Alloy, 1934, The Theory of Economic Development, London, Oxford. Twiss, Brian, 1989, Goodridge Monsieur, Managing Technology for Competitive Advantage, Integrating Technological and Organizational Development, From Strategy to Action, Transatlantic Publication. L'idée d'une universalité des valeurs, bioéthique. À propos du concept d'effondrement du consensus de Hugo Tristram Engelhardt. Anatole Fogou. Université de Maroua, Cameroun. Résumé. Les découvertes scientifiques dans le domaine de la biologie avec le développement de la technologie génétique ont doté l'homme d'un pouvoir qui lui permet d'agir sur le socle vital de l'identité personnelle des individus, en modifiant l'acide désoxyribonucléique, ADN, support matériel de l'hérédité en vue de modifier les gènes. Cette technique, qui est appliquée dans l'ensemble du monde vivant, des formes de vie les plus simples jusqu'aux plus complexes, permet de contrôler, de manipuler et de modifier la vie des individus, des peuples et des sociétés. Les implications de telles ingénieries, qui vont très loin, sont inquiétantes et appellent une urgente réflexion éthique pour adopter une position commune à l'échelle globale.
Cependant, des voix discordantes comme celle du bioéthicien américain Tristram Hugo Engelhardt Jr. s'élèvent pour affirmer qu'un tel consensus n'est pas possible, en raison du pluralisme des conceptions éthiques qui divisent la gente humaine. L'objet de cette réflexion est de discuter cette posture en montrant que si le pluralisme des valeurs est irréductible et met à mal l'idée de l'universalité des valeurs bioéthiques, il reste que l'homme, participant du règne universel des fins, est porteur de valeurs éthiques qui peuvent servir de point de départ pour la formulation d'un consensus valable pour l'humanité entière. Mots-clés: révolution biotechnique, régulation universelle, morale universelle, effondrement du consensus, valeurs bioéthiques. Introduction. L'idée d'une morale universelle susceptible de baliser ou d'encadrer les comportements humains est de plus en plus mise à mal. En effet, malgré les efforts constants et les proclamations passionnées observées dans des textes juridiques internationaux, protocole de Maputo, Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, dont le but est de proposer un consensus éthique à l'échelle planétaire, on constate la persistance de désaccords profonds sur les questions essentielles touchant à la vie, à la sexualité, à la dignité humaine, à l'intégrité corporelle, à la notion du bien, aux visions du monde et aux fondements sur lesquels reposent les prescriptions morales. C'est le constat que dresse Engelhardt 2006, en proposant pour expliquer ce phénomène le concept de collapse of consensus. Seulement souscrire à cette théorie, c'est ratifier l'idée de l'incommensurabilité des conceptions morales, Huntington 1997, affirmer que la controverse et le pluralisme des conceptions morales sont irréductibles et définissent la condition humaine, de sorte qu'il deviendrait alors impérieux d'abandonner l'idée d'une morale ou d'une éthique globale, c'est-à-dire universelle. De fait, s'il est impossible de s'accorder sur un critère supérieur ou sur une autorité suprême en matière de normes, comme dès lors parvenir à élaborer un critère du bien qui prétende à l'universalité? Face à la révolution biotechnologique en cours, qui se caractérise par l'émergence d'innovations susceptibles de modifier la conception que nous avons de l'humanité, les sociétés humaines peuvent-elles parvenir à définir une position éthique commune? Pour répondre à ces questionnements, nous montrerons d'abord que l'idée de principe universel pour fonder une morale à dimension humaine a été codifiée depuis Kant. Ensuite, nous établirons que si le pluralisme des valeurs est irréductible et met à mal l'idée de l'universalité des valeurs bioéthiques, il reste qu'une analyse métaéthique ne manquerait pas de révéler l'existence d'un sens moral universel en tout homme, et sur lequel on peut s'appuyer pour construire une forme de consensus valable pour l'humanité entière. 1. De l'idée d'une morale universelle à l'adoption d'un cadre normatif international de régulation en bioéthique. 1.1. La révolution biotechnique, l'innovation scientifique et la nécessité d'une régulation universelle. Les découvertes scientifiques, notamment dans le domaine de la biologie avec le développement de la technologie génétique, font de l'homme un apprenti sorcier, Cambien, 2011/63. Ainsi, il est désormais possible d'agir sur le socle vital de notre identité personnelle, en modifiant l'ADN, support matériel de l'hérédité en vue d'agir sur les gènes. Cette technique est appliquée dans l'ensemble du monde vivant, des formes de vie les plus simples jusqu'aux plus complexes. L'enjeu ici est de remodeler les individus et leur comportement. Les implications de telles ingénieries vont très loin et sont surtout inquiétantes. En effet, ces ingénieurs de l'homme, Amegatsevi 2013, mettent à la disposition d'une minorité la possibilité de contrôler, manipuler et modifier la vie des individus, des peuples et des sociétés. S'appuyant sur les découvertes réalisées en biologie, en sciences du comportement et en informatique, ils imposent de penser autrement les conceptions traditionnelles de la nature humaine et de l'éthique. En fait, d'énormes progrès sont réalisés dans le domaine de la biotechnique et particulièrement pour ce qui est de la connaissance du cerveau et des sources du comportement humain, de la neuropharmacologie et de la manipulation des émotions et du comportement, de la prolongation de la vie ou enfin de l'ingénierie génétique. Dans ce dernier domaine par exemple, le généticien Joshua Lederberg avait demandé au Congrès américain de disposer d'au moins 10 millions de dollars pour mettre sur pied des commandos génétiques pour accroître la connaissance du code génétique, en vue d'un meilleur traitement biologique des personnes.
Robert Sinsheimer estimait avec conviction que pour la première fois depuis la création. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.